Je pense François, es-tu d'accord pour qu'on lance cette, Ouais. cette petite session C'est parti. C'est parti. Voilà, donc effectivement, on avait fait le choix, enfin, c'est surtout sur la suggestion de Virginie, qui trouvait que c'était important, et c'est tout à fait pertinent, que d'avoir un point de vue finalement des plus jeunes qui ont suivi l'ensemble des 2 journées de la conférence, sans forcément, comme le disait tout à l'heure Virginie, participer. Ils ont quand même suivi ça. Et on leur a demandé donc en fait de donner leur point de vue. Ils ont peu de temps, alors ils ont que 15 minutes. Donner leur point de vue sur comment déjà ils ont perçu ces 2 journées et éventuellement quelles sont les perspectives, l'avenir, hein, puisque c'est l'avenir plus que nous, enfin, en tout cas plus que moi, dans les années à venir. Et voilà, donc on a ces 2 jeunes personnes. Gaïa, on l'a déjà vu puisqu'elle elle par contre, elle est intervenue hier déjà. Elle est donc juriste titulaire d'un master, et Straka qui est donc malgache, titulaire d'un doctorat depuis peu. J'ai eu la chance et le plaisir de le diriger sur ce doctorat qui portait sur la peste à Madagascar. Il va nous en parler éventuellement, mais très rapidement. Voilà, donc un docteur et peut-être une future doctorante, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, 2 jeunes en tout cas qui sont d'une certaine façon très impliqués dans le développement de leur pays. Gaïa qui était qui connaît bien la Réunion, donc c'est très bien d'avoir quelqu'un qui a fait ici déjà du terrain. Et Straka, lui, par contre, c'était Madagascar. Mais donc, ça en reste dans la zone sud-ouest de l'océan Indien. Donc, je leur donne la parole à tous les deux. Vous avez malheureusement très peu de temps. On avait dit un quart d'heure. Donc, vous avez 7 minutes, à peu près 7 minutes chacun. C'est ce qui était prévu. Peut-être, on va dire Lady First, si tu es d'accord, Straka. Donc, on donne la parole à Gaïa. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des organisatrices et des organisateurs pour la tenue de cette conférence et de m'avoir donné la parole. Sur un plan plus personnel, je tiens à remercier toute l'équipe de la Piroie et plus particulièrement Marie-Fabien, qui fait partie des personnes qui ont marqué mon cheminement. Je suis actuellement basée aux États-Unis et j'ai réalisé la majorité de mes études dans des universités nord-américaines, ce qui participe à construire ma propre subjectivité et influence sans doute toutes mes recherches et analyses. Ma deuxième maîtrise en droit international et politique internationale appliquée, dispensée par l'Université de Sherbrooke au Québec, m'a conduite à réaliser il y a un peu plus d'1 an un stage de recherche au sein de la Piroie. J'ai dressé un état des lieux comparatif des textes juridiques simplifiant et réglementant l'assistance internationale en cas de catastrophe dans les pays d'intervention de la Piroie, en vue de soutenir le développement d'une approche juridique de la gestion des catastrophes dans la zone. Quelques semaines avant de rejoindre la Piroie, j'ai participé en fait à la 25e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP25, en tant que déléguée de mon université, et j'ai étudié la place qu'occupait le concept de transition juste au carrefour de la justice sociale et environnementale dans les négociations internationales. Ce qu'il signifiait dans la pratique pour les parties prenantes, les gouvernements, les organisations internationales, mais aussi les secteurs privés et plus largement la société civile québécoise. Alors après ces 2 jours de table ronde qui traitent tout à leur manière de la transition humanitaire, je trouve qu'il y a une certaine résonance entre la mise en place d'une transition juste, qu'elle soit économique, sociale, environnementale, et une transition humanitaire. En fait, je dirais même que la transition de nos jours, elle est sur toutes les bouches. Beaucoup reconnaissent la nécessité de changer nos pratiques, voire même de paradigme. Et après vous avoir écouté, et d'après mes propres recherches, je pense que ça s'explique en partie par la reconnaissance des conséquences des crises qui durent, qui s'entremêlent et se nourrissent entre elles, mais aussi par la nécessité d'y répondre de manière intégrée sur des temps qui sont longs, qui permettent certes de réagir face aux urgences, mais aussi de penser la reconstruction et le développement dans une perspective de résilience. D'autre part, et plus personnellement, je pense qu'on peut reconnaître que les crises qu'on vit, elles ont pris racine dans notre histoire coloniale, nos systèmes d'exploitation et de développement, ou encore dans notre économie traditionnelle qui se nourrit d'une idéologie capitaliste. Et si on veut des changements de paradigme, il est important de déconstruire certaines manières de faire et de penser.
Et je trouve que la présentation de Ben Zegadi à la table ronde numéro 2 était très enrichissante à ce sujet. Elle illustrait très bien comment certains acteurs de la zone ont fait le choix de la coopération et de la mutualisation, de se fonder sur des valeurs de l'ESS qui mettent finalement l'humain au cœur de toutes leurs actions et qui finalement montrent que ça fonctionne, ça crée du développement et ça crée du lien entre les acteurs. Aussi, j'ai noté durant ces 2 journées que la manière d'incarner cette transformation, cette transition, elle est différente selon les intervenants et les intervenantes. En fait, on n'a pas tous les mêmes domaines d'expertise, les mêmes marges de manœuvre et ni même ce même rapport au temps ou encore les mêmes moyens humains ou financiers. Et ce qui est très intéressant, c'est que la transition humanitaire, tout comme la transition juste, elle semble être vivante. Elle est un peu comme un projet en construction, un processus en devenir plutôt qu'un état de fait, ce qui va laisser la marge de manœuvre aux acteurs que sont les institutions, les ONG, les chercheuses et les chercheurs, bien entendu, les acteurs privés ou les États, qui finalement sont des acteurs parmi les acteurs, de se saisir de ce concept de transition et d'en faire une réalité. Alors, la construction et la mise en œuvre de cette transition en appelle, je pense, nécessairement au développement de coopération entre tous les acteurs concernés, de mise en commun des savoirs, de manières de faire, comme vous l'avez toutes et toutes souligné. Et il me semble que la zone, par sa manière de gérer les catastrophes, est déjà en fait dans cette démarche de faire du commun. Même s'il faut certainement, probablement encore se créer des espaces de discussion, d'échange, comme ces 2 jours de conférence, ou bien au sein d'organisations comme la COI, qui ne fait nul doute joue un rôle dans la construction de la coopération régionale, dans le dépassement des intérêts strictement nationaux pour finalement mettre en œuvre cette transition humanitaire et les transformations nécessaires pour un changement de paradigme. Alors enfin, il m'a été demandé de vous partager quelles étaient selon moi les pistes prioritaires pour les années à venir, notamment à travers les collaborations entre les différents secteurs. Je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais à mon sens, la recherche, l'innovation et la formation, lorsqu'ils répondent aux besoins et réalités du terrain, sont des éléments interdépendants d'une action qui sera efficiente. Et du coup, travailler à leur développement, à leur renforcement, en créant des espaces de coopération, de collaboration qui sont multidisciplinaires, des dialogues et de la créativité entre les chercheurs et les acteurs humanitaires, dans la zone, pour moi, serait une priorité. Je pense aussi qu'il est important de travailler à la diffusion et à la vulgarisation des savoirs, comme ça a été souligné durant les dernières tables rondes, de penser peut-être d'une manière un peu moins traditionnelle, un peu moins universitaire, et pourquoi pas s'inscrire dans un champ d'éducation populaire. Parce que justement, l'éducation populaire, elle a aussi cette volonté de ne pas séparer l'analyse de celles et ceux qui réfléchissent et de celles et ceux qui décident. Puis elle laisse aussi la place à la co-construction de savoir, à l'émergence de savoir pour tous et par tous, parce que comme ça a été souligné, on apprend des communautés avec lesquelles on travaille. Alors, je termine avec cette modeste contribution et remercie tous les intervenants et intervenantes pour le partage de leurs connaissances. Merci beaucoup Gaïa, timing parfaitement respecté, formidable. Donc je ne sais pas si vous voulez réagir la salle par rapport à ce qu'a dit Gaïa, ou si on donne la parole à Sishaka. Il y a une intervention, non? Personne? Donc peut-être qu'on... Oui, je t'en prie, bien sûr, Pascal. Je voulais juste remercier Gaïa pour cette intervention. Et c'est vrai que quand j'écoute des jeunes comme toi, j'ai complètement confiance en l'avenir. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci Pascal. Donc on donne la parole à Sishaka. Je ne sais pas si il est là. Bonjour. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Ah voilà, parfait. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier le comité scientifique ainsi que les organisateurs de cette conférence de nous avoir donné une tribune pour exprimer notre vision en tant que jeunes chercheurs par rapport à cette thématique qui est la transition humanitaire dans l'océan Indien. Alors, permettez-moi de me présenter. Je suis Sishaka Koutsamal, je suis basé à Madagascar, co-investigateur au sein de l'Institut Pasteur de Madagascar, dans une étude sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les recours aux soins en santé infantile dans le Moyen-Ouest malgache, un projet financé par l'USAID en partenariat avec l'Institut Pasteur de Madagascar et le ministère de la Santé publique. Alors, j'ai été récemment diplômé d'un doctorat en sciences humaines et sociales
précisément en géographie humaine, doctorat que j'ai effectué en co-tutelle, en sandwich, entre l'Université d'Antananarive à Madagascar et l'Université de La Réunion. J'ai effectué la plupart de mes recherches grâce au soutien de l'Institut Pasteur de Madagascar. Alors, depuis l'année 2009, mes recherches se sont focalisées sur tout ce qui est aspects socio-environnementaux et socio-spatiaux des maladies infectieuses à Madagascar, que ce soit la tuberculose, la peste et plus récemment la Covid-19, mais également sur les comportements contextualisés des populations vis-à-vis de ces maladies. Alors, ma thèse a porté sur la peste, maladie endémique et problèmes de santé publique à Madagascar, et je me suis notamment penché sur la spatialisation, les connaissances de cette maladie par les populations, mais également sur la perception des différents acteurs de santé par rapport à l'accessibilité aux soins pour cette maladie. Alors, cette thèse a mis en exergue le rôle des comportements humains dans la dynamique et la persistance de la peste à Madagascar par rapport à d'autres facteurs, notamment environnementaux ou biogéographiques, mais également l'influence de l'hétérogénéité des contextes, donc géographiques, comportementaux, environnementaux ou culturels, sur l'expression de cette maladie dans l'espace et les sociétés. Alors, dans le cadre de mes recherches, alors, que ce soit pour la tuberculose ou pour la peste, bien, il est apparu que les comportements de la population ou leur perception de la maladie pouvaient influencer la distribution spatiale de la maladie ou son expression épidémiologique, et vice-versa. Son expression épidémiologique peut être influencée par les comportements des populations. Alors, les résultats de mes recherches ont été récemment publiés le mois dernier dans des articles scientifiques, notamment dans BMC Public Health, et mes recherches antérieures ont été publiées dans d'autres revues. Alors, par rapport à ma vision sur la transition humanitaire dans le sud-est de l'océan Indien, eh bien, au cours de ces 2 journées de table ronde, j'ai pu constater que nous avons pu cadrer ce que c'était que la transition humanitaire dans l'océan Indien, et finalement la définir les acteurs, les enjeux et la place de la recherche dans l'action humanitaire dans cette transition. Nous l'avons vu sous plusieurs aspects: coopération et partenariat, institutionnel, juridique, technique, recherche. Nous l'avons vu sous plusieurs angles et à plusieurs échelles: internationale, régionale, nationale et même locale. La situation humanitaire dans l'océan Indien, elle évolue aussi bien à l'échelle internationale, aussi bien que dans les régions du sud-ouest de l'océan Indien. Alors, les situations et les contextes dans cette région, au sein des différents pays, diffèrent, mais évoluent également. Que ce soit les catastrophes naturelles, les crises sanitaires, les crises sociales, tout cela s'amplifie. Ces situations impactent sur les actions humanitaires et impliquent de nouveaux défis à relever et révèlent de nouveaux enjeux et de nouveaux défis. La construction de nouvelles formes d'action et d'approche adaptées aux nouveaux défis et au contexte hétérogène, j'appuie bien dessus, de la région s'avère nécessaire, mais également l'élargissement de partenariats et de coopération à de plus larges horizons, tout en favorisant l'autonomie des États de cette région par rapport aux réponses aux crises humanitaires. Alors, l'évolution de l'action humanitaire, on l'a vu, s'opère dans plusieurs champs: institutionnels, juridiques et techniques, par exemple. Donc, finalement, cette transition humanitaire est en construction dans l'océan Indien et elle appelle à une adaptation de l'action humanitaire selon les contextes et les situations dans cette région du sud-ouest de l'océan Indien. Un cadrage et une redéfinition des rôles des parties prenantes et des acteurs dans l'humanitaire dans cette région a été établi et se met en marche. Une plus grande inclusion d'acteurs à différents niveaux, international, régional, national ou local, est primordiale pour s'adapter à cette transition humanitaire. Cette transition humanitaire dans l'océan Indien appelle également à la mise en place de nouveaux instruments innovants et à l'utilisation de nouvelles technologies. Alors, face à ces nouveaux enjeux et ces nouveaux défis, en perspective, en tant que jeune chercheur, moi j'appelle à une adaptation des réponses et des actions selon les contextes particuliers à différents niveaux. Ensuite, j'aimerais, à mon avis, il serait bien de prendre en compte
les facteurs spécifiques à chaque contexte, que ce soit des facteurs environnementaux, culturels, géographiques, économiques, et ceci par des recherches multidisciplinaires et transdisciplinaires. Enfin, il serait bien de prendre en compte les besoins réels et exprimés par les populations, cela à partir de recherches participatives ou des recherches-actions, notamment en sciences humaines et sociales. Enfin, ce qui m'a beaucoup marqué, et je mets ça aussi en perspective, c'est d'inclure les différents acteurs dans la réponse à un défi humanitaire. Donc, mettre tout le monde dans le processus de la transition humanitaire. Exemple, pour la santé à Madagascar, notamment, inclure aussi bien les partenaires techniques et financiers que les professionnels de santé, les patients, la population ou les agents communautaires dans la recherche sur la santé à Madagascar. Et une fois de plus, je tenais à remercier les organisateurs et le comité scientifique pour ces 2 journées de table ronde. Merci. Donc merci beaucoup à Tchaka pour cette présentation. Donc on voit que vraiment les 2 avis d'une certaine façon convergent. Je crois qu'il y a un appel à une plus grande concertation entre les acteurs, également à davantage finalement de prise en compte des populations, hein, vraiment de la base. Et de ce point de vue-là, ça effectivement c'est tout à fait ancré dans peut-être dans cette modernité que vivent peut-être les plus jeunes, hein, à travers les réseaux sociaux et d'autres moyens de communication. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important tout à l'heure, Gaïa parlait vraiment de ce point de vue populaire, quoi. Et ça me paraît effectivement tout à fait fondamental et peut-être aussi davantage finalement de communication. Pourtant, au XXIe siècle, à l'ère de la surcommunication, on s'aperçoit qu'il y a encore un problème de circulation et peut-être parfois de trop d'accumulation dans certains lieux et dans d'autres où c'est l'inverse. Donc il y a toujours un peu, c'est quand même cette perspective pyramidale des choses. Et voilà, je ne vais pas vous embêter plus parce que je crois que là tout le monde est à peu près démobilisé, c'est la fin. Donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, à ce qu'a dit? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole enfin en tout cas par rapport aux interventions de Gaïa et Straka? Non, personne? Bah c'est déjà bien. Donc voilà, vous êtes encouragés à continuer, tout le monde vous trouve super. Bravo. Bon, bah très bien. Je remercie tout le monde et je remercie encore une fois de plus Gaïa et Straka. Et je rends la parole à Virginie pour la session de clôture et au discours qu'il va y avoir désormais.